Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission des remplaçants sur Ondec Média. Vous le savez, c'est l'émission avec laquelle on vous décortique l'actualité du football, les amis. Aujourd'hui, 4 invités d'exception pour parler de 2 sujets bien précis. On a l'honneur d'accueillir l'homme le plus capé de cette sélection, les amis, Otilio Alves. Et parmi nous ce soir, comment va Otilio? Salut Arnaud, salut à tous, ça va très bien, merci beaucoup. Mine un petit peu fatigué, mon cher Otilio, j'aime pas ça. Même pas, je commence doucement. Voilà. On va me dire calme-toi, les cloches vont sonner. Je déclenche. Je me déclenche pas. Voilà, je l'ai mis à feu doux. On a aussi Joël Macchiadi. Comment va, Joël? Ça va très bien, Arnaud, et toi? Mais très très bien. À chaque fois que vous allez me demander, je vais bien. Voilà, si vous voulez skipper cette question. C'est pas moi. Samir également est parmi nous. Comment tu vas? Ça va, je veux battre Joël au quiz là. Elle a trop gagné en ce moment. Je vais tenir ma revanche, Joël. Ah, ça y est, c'est le match dans le match chez les remplaçants. Des quiz. Ouais, mais en ce moment, elle a pris trop une avance sur moi, lui. Sur toi, peut-être. Ouais, sur moi, elle a pris une avance. Et enfin, pour clore ce quatuor d'exception, les amis, un quatuor en losange, un milieu en diamant, comme disent les Anglais, Benoît Bicéfi est parmi nous. Comment va, Benoît? Ça va bien, ça va bien. Tu termines toujours par le meilleur, c'est bien déjà. Ah, ça y est, habitué. C'est pas lui qui l'a dit, en habitué. Les amis, aujourd'hui, on va traiter de 2 sujets bien particuliers. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Dans un premier temps, voilà, l'Olympique Lyonnais qui remonte la pente. Et ensuite, on va traiter de la polémique Vinicius Junior. Beaucoup de choses à dire. Les amis, on va commencer sans plus tarder avec l'Olympique Lyonnais. Les amis, vous le savez, l'Olympique Lyonnais a connu un début de saison très compliqué, catastrophique, pour ne pas dire moins. Ils étaient derniers du championnat jusqu'en janvier. Là, depuis janvier, ils commencent un petit peu à remonter. Comment vous expliquez ce début de saison catastrophique? Benoît, ce sera toi qui sera Je fais les ouvertures, les hostilités. Parce que c'est le meilleur qui termine les présentations, c'est le meilleur qui commence. Ton surton, mon cher Benoît, un petit peu comme... Quelle passe magnifique. Alors, on l'explique comment. Donc toujours, c'est sur l'homme. L'homme, à la tête de cette équipe-là, donc le coach. C'est Laurent Blanc, voilà, Fabio Grosso, des changements d'entraîneur constants. Voilà, c'est changement d'entraîneur constant. Olas qui relâche un peu sur la fin, donc qui croit plus dans le club. Donc il s'est concentré sur son stade. Non, ça n'a rien à voir. Olas, il est parti, il a vendu. Non, mais c'est une continuité. C'est Olas qui part, qui se concentre sur le club, et là qui relâche un peu le club, donc il part au mauvais moment. Pour moi, il devait rester jusqu'au bout. Donc voilà. Mais non, après c'est toujours l'homme, c'est toujours l'homme. Quand des clubs comme ça, donc des équipes comme Lyon, ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est toujours un coach ou une mauvaise communication peut-être fait avec la direction et avec l'équipe qui fait que ça peut nuire aussi aux joueurs sur le terrain. Il y a quoi d'autre? Voilà, c'est toujours, pour moi ça reste toujours l'homme, donc le coach. Donc la communication ne passait plus avec certains joueurs et voilà. Et Attends, ça donc la dernière place de l'Olympique Lyonnais était due entièrement au mauvais coaching? Non, c'est pas que du coaching, j'ai bien dit. C'est majoritairement je viens de dire de la direction. Si vous m'écoutez, je sais pas si vous m'avez écouté. Oui, mais parce qu'à la fin, à la fin, tu commences à... Oui, mais je finis, mais c'est une cascade que je dis. Donc je dis pourquoi, et après j'en arrive jusqu'au coach. Donc si vous m'écoutez bien, donc ne restez pas que sur la fin. On t'a bien écouté, tout ça. Mais le problème c'est que vous êtes restés sur la fin. Donc après c'est comme ça qu'on crée les fake news. Voilà pourquoi je suis le meilleur. Voilà pourquoi je suis le meilleur, parce que je suis tellement technique, tu vois, je suis tellement technique que je descends en cascade pour arriver vers le coach pour terminer, parce que c'est la fin de la boucle, donc c'est avec le coach, et voilà, et ça va pas. Et après je sais pas à l'intérieur comment ça se passe, comment ça vit dans le club, mais à mon avis quand on voit les résultats et le classement, ça devait mal vivre dans le vestiaire. Il devait avoir un gros problème. Joël, comment tu expliques ce début de saison catastrophique de l'Olympique Lyonnais? L'Olympique Lyonnais qui est un immense club français, on le rappelle, qui joue d'habitude l'Europe. Et là, c'était la 18e place jusqu'au début d'année civile. Ça fait déjà un moment que l'Olympique Lyonnais, ça va pas fort. Depuis la saison, on va dire 2020-2021, si je ne dis pas de bêtises. Et leur dernière 3e place. Là, ça fait donc 2 saisons là, qui finissent 8e, 7e. Et puis là, ils ont très très mal commencé le championnat. Ils étaient relégables jusqu'à encore le mois de décembre, il me semble, et jusqu'à l'arrivée de Pierre Sage.
Pour moi, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Le recrutement qui n'a pas été bon, la gestion du club. Le recrutement estival, du coup. Ouais, le recrutement estival, ouais. L'arrivée du nouveau propriétaire John Textor. John Textor, on en parlera, je pense. Ouais, il y a pas mal de choses qui font que Lyon, en gros, ils aient mal commencé le championnat, quoi. Non, mais comment expliquer une telle décadence, entre guillemets, puisque lorsqu'on pense Olympique Lyonnais, on pense première place française. Mais c'est Aulas qui a commencé. Pour moi, la première cause, c'est le budget de l'Olympique Lyonnais, qui a connu en fait, des comment dire ça, mais des années en deçà, disons. Mais c'est même plus des années en deçà, c'est que le budget du club, par une mauvaise gestion d'Aulas sur des transferts, parce que sur les derniers gros transferts qu'il a fait, il s'est trompé sur les joueurs. À quel gros transfert tu penses exactement? Bon, déjà il a refait venir des anciens à qui il a donné des salaires plus importants qu'à d'autres clubs, alors que ce qui était Lovren et d'autres encore, Tolisso, etc. La Casette. Non, cite pas la Casette. Non, la Casette quand même, ça reste. La Casette aujourd'hui, c'est celui qui fait, heureusement que d'ailleurs il est là, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est sur les dernières saisons. Tiens, cet Olympique Lyonnais, j'ai envie de dire à lui seul. Mais attention, j'ai pas dit qu'il jouait mal. On a parlé. Non, vous avez parlé il a fait revenir des joueurs. Je cite juste les noms. Voilà. Attention, là je parle pas de forme. Oui, mais la plupart. Encore une fois. Ils ont été décevants à part la Casette. Attention, encore une fois. Ndombele qui est revenu. Il y a eu. Merci de ne pas mélanger mes réponses. Il y a eu plein de joueurs qui sont revenus, qui ont eu des gros salaires, et ce qui faisait la force de l'Olympique Lyonnais d'antan, dans les débuts d'année 2000, c'était la formation et les meilleurs joueurs du championnat français qui étaient recrutés par l'Olympique Lyonnais, et qui derrière ils arrivaient à développer avec beaucoup d'entraîneurs aussi français comme Alain Perrin, il y avait eu Paul Le Guen, tous ces entraîneurs là, et le dernier en date qui a marché à l'Olympique Lyonnais, qui a été très chahuté, c'est Bruno Genesio. Et depuis le départ de Bruno Genesio, déjà le club va mal. Donc après, comme j'ai dit, il y a eu une campagne de recrutement qui s'est mal passée, il y a eu des coachs qui sont passés avec qui ça s'est très mal passé, et la direction qui cherchait justement un nouveau propriétaire, parce que justement Aulas le disait, que ce problème de budget handicapait en fait l'Olympique Lyonnais sur le recrutement, etc. Mais ça, c'est une fausse excuse de ça. Bien sûr, c'est peut-être une fausse excuse, mais il a cherché, quand même des nouveaux propriétaires. Il a trouvé John Textor qui est arrivé avec plein de promesses, et finalement les promesses n'ont pas été tenues. La preuve, c'est que au début de saison, l'OL passe devant la DNCG et passe de très près, avec une interdiction de recrutement. Donc cette interdiction de recrutement, elle a été levée cet hiver, et c'est ce qui un peu leur a permis de sortir la tête de l'eau. Ils en ont profité, hein. Je sais pas si vous avez vu le nombre de transferts cet hiver, mais ils en ont profité. Et ça leur a fait du bien. Clairement, on va en parler tout à l'heure, mais ils ont remonté la pente. Sabir. Moi je pense que c'est Aulas qui, après la 4e place, comme tu as dit Joël, a fait beaucoup d'erreurs de recrutement. En 2020-2021, c'est ça. Voilà. Après ils ont fait que de chuter. Il s'est pas remis en question. Il est resté qu'avec ses amis lyonnais, qui ont été de mauvais conseils en fait. Déjà il avait pris Juninho aussi, en directeur sportif. Il avait fait du bien au passage. Il avait ramené Paqueta. Guimarães. Il avait ramené Guimarães. Ouais, mais ça s'est mal passé. Après les vendent d'affilée après. Paqueta, il doit rester une année de plus. Juninho aussi, il a eu beaucoup de problèmes avec les joueurs formés à Lyon. Exactement, ouais. Qui n'avait pas le niveau pour lui, mais alors parle-nous-en, parce que Cherki, c'était un gros problème pour Juninho. Pour lui, il n'avait pas de niveau pour jouer au haut niveau. Au moment où il était là, Juninho, il a vu qu'il lui manquait des choses. Non, encore à cette époque-là, il jouait pas beaucoup. Mais il voulait le faire jouer. Encore très peu. Oui, mais c'était lui. C'était ça les premiers problèmes. C'est que il voulait ramener des joueurs à lui. Il voulait ramener beaucoup de joueurs à lui déjà. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont été refusés. Sa filière brésilienne. Et il y a eu aussi des joueurs formés dont il faisait pas confiance, quoi. Donc après, Aulas a poussé pour les joueurs formés à Lyon, parce que c'est ça aussi le problème de Aulas. C'était un petit peu la vitrine de l'Olympique Lyonnais pendant des années. C'était, on a une formation exceptionnelle, on a un vivier incroyable dans les Bouches-du-Rhône. Et bien, voilà, au final, ça s'est très mal passé avec Juninho, puisqu'il voulait ramener des joueurs. Et il en a ramené quelques-uns. Et au final, de l'argent. La formation est passée au second plan, chose que ne voulait pas forcément Aulas. Et pour en revenir à cette année, ta question de base, il y a eu cette guerre entre Textor et Aulas qui a fait beaucoup de mal au club.
qui a fait beaucoup de mal au club. Dans la tête des joueurs aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et derrière, en fait, Olas a eu du mal à lâcher complètement le club. En fait, pour lui, c'est son club, malgré qu'il l'ait vendu. Il a lancé des pics. Il a caché des choses aussi par rapport à la DNCG. Quand Textor il pense que c'est bon, il peut recruter, mais en fait, il y avait plein de... Non, Olas, justement, a dit que c'était Textor qui s'était engagé à venir avec tel et tel budget. Mais Textor dit le contraire. Oui, donc c'est leur guéguerre. C'est pour ça que je dis c'est leur guéguerre. C'est leur guéguerre. C'est pas forcément la faute d'Olas, mais il y a eu cette guerre entre dirigeants qui a fait énormément de mal au club. Et les résultats s'en sont ressentis. Ils étaient derniers, je le rappelle. C'est pour ça que j'ai parlé de la direction. Oui, alors tu voulais relancer un petit disclaimer. C'est bon. Et faut pas oublier de dire que c'est le 3e budget de notre Ligue 1. Ils sont à 220 millions de budget. Ils sont derrière Marseille. Non, mais merci. C'est pour dire, parce qu'on parle dessous, on parle dessous. Mais... Oui, mais avant, c'était le plus gros budget de Ligue 1 dans les années 2000. C'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui reste. Donc aujourd'hui, et ça, c'était une des batailles d'Olas, c'est quand il était là, c'est son discours à chaque fois que PSG prenait le championnat, il disait oui, mais il y a un monde entre nos deux budgets. Mais quand il était là-haut, quand on est deuxième, troisième, quand il était là-haut, il ne disait pas ça. Parce que le PSG, la première place, on peut pas aller la chercher. C'était. Mais il le disait pas quand il était là-haut. Favori, ça. Quand il gagne cette fois je pense quand même que le gap était plus important entre Paris et les autres durant les années 2010 que entre Lyon et les autres durant les années 2000. C'est de la mauvaise foi, Arnaud. C'est de la mauvaise foi. Je vois pas pourquoi. Je ne prends pas parti. Je vois pas. C'est de la mauvaise foi de la part d'Olas. Je t'accuse pas personnellement, mais c'est de la mauvaise foi de la part d'Olas parce que PSG, quand ils arrivent en 2011, ils ont encore Bodmer, ils ont encore Jallet, ils ont encore Bicevac, ils ont encore Zoumana Camara, ils ont encore Gamero, Waro. Ils perdent le titre face à Montpellier. Et l'année d'après, ils sont champions. Ils ont encore plein de joueurs, encore Armand. Donc ils ont encore tous ces joueurs. Ils ont encore tous ces joueurs-là. Donc quand ils vont chercher leur premier titre de champion, ils ont encore Gamero, Waro, Jallet, tous ces joueurs-là, ils sont là encore. Bodmer. Ils sont pas encore passés dans l'autre planète en fait. Il y a Néné qui était là avant, Néné qui était là avant, qui était là après. Donc ça, c'est des excuses d'Olas. Parce que je suis désolé. À ce moment-là, il a le budget pour concurrencer le PSG. Bah oui. Les amis, justement, depuis janvier, on le dit, l'Olympique Lyonnais semble retrouver une nouvelle vie, un nouveau souffle, que dis-je, une nouvelle dynamique. Pourquoi l'Olympique Lyonnais se met soudain à renaître de ses cendres, les amis? Là, il y a eu des bons recrutements. Benrahma, ça a été un super recrutement, un super coup. Moi, j'y croyais pas à Benrahma au début. Ah, t'es gentil, tu dis super coup. Si. Il a été critiqué, il joue pas beaucoup. Mais il a fait des entrées en jeu, il a mis qu'un but. Ouais, mais sur ses prestations, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Tu vois, on voit quand même une différence. J'attends de voir Benrahma. Voilà. Matic, c'est un beau coup dans le recrutement, mais pour l'instant, sur ce qu'il a montré, il est très critiqué. Mais il fait mieux que ce qu'il y avait avant. C'est ça le truc en fait. Comme Matic. Voilà, Matic, tu vois, parce que Matic aussi, il est critiqué. Des fois, il fait des bons matchs. Attention, Matic, il sort de grosses saisons à Rennes. Et justement, Rennes a tout fait pour le retenir. Oui, mais là, il est à Lyon. Mais ses débuts n'étaient pas top. Après, l'arrivée de Pierre Sage... Et puis des joueurs qui sont arrivés, elle a ramené quand même une certaine cohésion à l'équipe. L'équipe, on la sent depuis le mois de janvier. Ils ont gagné en confiance. Justement, là, ils ont passé de la 19e place à la 10e place. On sent que l'équipe elle a commencé à gagner en confiance et je pense que au fur et à mesure des matchs qui vont passer, ils vont continuer à grappiller du terrain. Déjà, les problèmes internes, ils ont disparu. C'est déjà très important. Les problèmes qu'il y avait au début avec la direction, tout ça, donc la guéguerre entre Olas et Textor et tout ça, donc cette guéguerre-là, elle a disparu. Donc après, ils sont plus recentrés sur le sportif et là, ça va mieux. Donc là, ils se recentrent sur le sportif, ils commencent à développer quelque chose, ils concrétisent avec le mercato qui est passé en janvier. Et donc voilà, là, ils sont concentrés sur le sport. Ça va un peu mieux. Les directeurs, donc les petites guéguerres autour, ils sont en train de s'effacer. Ça règle les petits problèmes internes aussi dans les vestiaires et tout. Parce que je sais pas, parce qu'ils devaient en avoir. Donc ils ont dû se mettre. Il y en avait avec le coach déjà. Voilà, il y a eu de très gros problèmes avec Grosso. Il y a eu des problèmes avec le coach. Bon, ce problème-là est réglé. Le problème de direction est réglé. Tout est réglé. Et là, hop, comme par hasard, Lyon, ça commence à aller mieux. Donc peut-être aussi que ramener de la concurrence, ça. Et de la concurrence aussi. Les Cacré. Eh oui. Cacré, on le voyait pas comme à ce niveau-là. Depuis que Matic est arrivé, Lacazette il s'est réveillé.
Donc peut-être qu'en ramenant de la concurrence, parce que Orban c'est un client, championnat Belgique, il claquait but sur but. Donc peut-être qu'en ramenant de la concurrence, ceux qui étaient formés à Lyon et qui se pensaient rois, qui allaient jouer tous les matchs, là ils ont vu qu'il y avait de la concurrence aussi. Ouais, ceux qui se voyaient trop beaux en fait. Voilà. Quand ils se disent, bon, même si je fais un non-match, de toute façon, ils vont me remplacer comment? D'accord? Indirectement, tu vas te le dire, ils vont me remplacer par qui? D'accord? Sérieusement, il y a qui? Parce que avant Lyon, on pouvait, donc un grand qui était moins bien, on pouvait aller chercher dans le centre de formation un jeune en devenir qui était fort, qui allait, et ils pouvaient injecter. Même là, la formation, ils peuvent plus. Donc ceux-là qui étaient en place, ils ont du mal à sortir des joueurs. Ils ont du mal à sortir des joueurs. Donc maintenant, ceux qui sont en place, donc ils se voyaient trop beaux, donc à l'aise, dans un fauteuil, donc tranquille. Et là, le fait de ramener de la concurrence pratiquement à chaque ligne de compartiment de l'équipe dans le jeu, et là, tout change. D'accord? Donc il y a certains joueurs qui se réveillent, donc ça commence à aller mieux, ça trouve une cohésion, là ça commence à se battre pour l'équipe, et voilà, et ça donne ce résultat-là qui fait qu'ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée, je pense. Là, sur très les récemment, matchs, ils ont perdu, mais derrière en fait, ils n'ont pas eu le temps de laisser le doute s'installer, parce qu'ils gagnent tout de suite derrière contre Lorient. D'accord? Au début de saison, ça, quand ils perdaient, et après c'était une avalanche, c'est une cascade, et ça partait. Que là, ils n'ont même pas laissé le temps de douter. Donc une défaite logique, c'est contre Lens. Exactement, 3-0. Contre Lens, donc c'est très dur. 3-0, est-ce que c'est logique? Bon, non. Sur le travail effectué par Lens, oui. Parce que Lens, c'est trop dur d'aller jouer. Donc, sérieux. Par rapport à l'équipe de Lyon qui était en méforme, quand ils vont à Lens perdre 3-0, donc on va dire c'est un peu logique. On va dire c'est logique. Mais derrière, ils se rattrapent tout de suite. D'accord? Donc la petite équipe, donc soi-disant petite équipe, ils gagnent, ils remettent, donc ils se laissent pas le temps de douter. Et là, ça en début de saison, on ne l'aurait pas vu. Joël, mon ami, tes collègues, oh la vache, il est parti de loin celui-là. Tes collègues ont évoqué le changement d'entraîneur, le nouveau mercato des joueurs. Je vais te demander de choisir lequel a fait le plus de bien à l'Olympique Lyonnais, le changement d'entraîneur ou l'arrivée des joueurs? Les deux vont ensemble. Je vais te demander de choisir. Je vais te demander de choisir. Franchement, c'est l'entraîneur. J'ai envie de dire que le coach. Parce que c'est lui derrière qui fait les choix pour venir faire ramener. Je viens de te dire Pierre Sage, parce que depuis qu'il est arrivé, franchement, déjà de base, collectivement, ça allait pas du tout. Ils ont eu Laurent Blanc en début de saison, puis qu'ils ont remplacé par Fabio Grosso. Il n'y avait pas eu de résultat. Pierre Sage, il est arrivé, il a redonné une dynamique au groupe, à l'équipe. Et depuis le mois de janvier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats vont mieux. Donc il y a le coach, mais on est obligé de rajouter aussi le recrutement. Non mais c'est un tout, on est d'accord. Ottilio, tu voulais intervenir? Moi je voulais dire un point qui est très important, c'est qu'à l'Olympique Lyonnais, finalement, on retrouve beaucoup de choses qu'on a vu aussi à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que c'est un peu un parcours similaire. C'est un peu un parcours similaire. Les deux partent avec un coach, donc Marcelo côté Marcelino côté marseillais et Laurent Blanc côté lyonnais. Laurent Blanc, c'est pas mauvais aussi ce qu'il fait. Comme Marcelino, au départ, en Ligue 1, il est deuxième. Il y a pire. Oui, il y a pire. Mais après, on pourra en reparler, mais on lui reproche notamment son élimination en Ligue des Champions face au Pana, parce que Marseille ne doit jamais sortir face au Pana, mais derrière, il fait quand même un bon travail en soi en Ligue 1, même si le jeu n'était pas excellent, etc. Laurent Blanc avait beaucoup de mal aussi au niveau du jeu. Mais il avait aussi les résultats qui étaient mauvais, mais il y avait des choses quand même intéressantes qu'on voyait à l'Olympique Lyonnais. Et Laurent Blanc se plaignait beaucoup des moyens parce qu'on lui a donné aucun moyen. Et lui, il demandait des joueurs, il demandait un budget pour recruter un petit peu, parce que derrière, on lui a donné 0 moyen. Il y a eu ce problème avec la DNCG, des joueurs qui voulaient partir. Donc pour pouvoir passer à la DNCG, ils ont même vendu des joueurs comme Malo Gusto, etc., qui sont partis et qui ont fait beaucoup de mal à Laurent Blanc, parce qu'il commence une saison en préparation avec des joueurs qui partent en fait juste avant le début ou même après le début du championnat, et ça lui a fait beaucoup de mal à Laurent Blanc. Et derrière, par manque de résultats, on vire Laurent Blanc. Et derrière, on ramène Grosso, et Grosso, c'est une erreur totale de casting. Une erreur de casting incroyable. Les résultats sont de pire en pire. Et derrière, lui, il se met le groupe à dos. Des joueurs comme Lacazette qui performaient et qui montraient des petits signes en fait intéressants sous Laurent Blanc. Il ne montre plus rien avec Grosso. Et derrière, en fait, c'est là où Pierre Sage, il a été bon. Et on parlait d'un peu Aubameyang, etc. Mais sur le parallélisme marseillais, c'est qu'Aubameyang, pareil, il commence sa saison avec quelques
quelques buts. Avec Gattuso, on le voit plus du tout. Et il revit derrière, après, sous Gasset, où on le revoit avec un regain de forme. Bah, on voit un peu ça avec l'Olympique Lyonnais, avec un Lacazette qui commence à performer. Et derrière, voilà, juste le coach. C'est pour ça que, comme il dit Joël, moi, je mettrais plus l'accent sur le coach que sur les joueurs. Mais les deux ont été importants dans cette équipe. Je ne dis pas que les deux étaient... Enfin, ici, il y en avait un négligé par rapport à l'autre. Mais je dis, si vous deviez choisir... Voilà. Les amis, l'OL... on le sait, va être un peu court quand même pour jouer l'Europe, même s'ils ont remonté au classement. Ils sont 10e. C'est quand même un championnat où tout peut se passer jusqu'à la dernière journée. C'est un championnat très serré, comme nous le rappelle Sabir, toutes les émissions. Mais voilà, ça va être un petit peu court pour aller chercher l'Europe cette année pour l'Olympique Lyonnais, je vous le garantis. Néanmoins, l'OL est encore en lice en Coupe de France et jouera face à Valenciennes en demi-finale. Ils joueront le vainqueur de PSG Nice ou le vainqueur de PSG Nice affrontera Rennes et donc ils affronteront on t'a compris. Mais, non, ok. Je vais la refaire. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout en Coupe de France? C'est ça ma question. Je voulais juste noter qui. En fait, ils joueront Valenciennes et ils joueront le vainqueur de PSG contre Nice. Ah, l'Olympique Lyonnais. Non. PSG Rennes. En fait, PSG Nice va jouer et le gagnant jouera contre Rennes en demi-finale. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a encore un quart de finale à jouer à l'heure où nous tournons cette émission, c'est PSG contre Nice. Et donc, voilà, ils joueront contre Rennes en demi-finale. Je prends pas la tête. Merci Benoît de m'aider. Tout à l'heure, il me voit. Je prends pas la tête. Là, est-ce que l'OL peut aller chercher une victoire en Coupe de France? Si on rencontre pas Paris. Non, mais voilà. Ils peuvent aller chercher Joël. Ils peuvent aller chercher une place en Coupe d'Europe en passant par la Coupe de France. Après, ils ont un match qui devrait être à leur portée face à Valenciennes en demi-finale. Donc je pense qu'ils vont se diriger en finale de cette Coupe de France. Ils affronteront, comme on l'a dit, vainqueur de Rennes contre PSG ou Nice. Après, sur un match, tout est possible. Sur un match, tout est possible. C'est la Coupe de France. Les matchs directs à élimination directe. C'est la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais, j'ai envie de te dire qu'en championnat, ça va être compliqué d'aller chercher cette place qualificative pour une Coupe d'Europe. Je pense qu'ils vont tout donner. Ils n'ont pas le mental sur un championnat, ils sont trop irréguliers. Je pense qu'ils vont tout mettre sur cette Coupe de France. Il y a des matchs où ils passent totalement à côté, l'Olympique Lyonnais. Excuse-moi Benoît, est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller chercher une victoire finale? Je vais être très rapide. Merci Benoît. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est Marseille. Pour moi, c'est Marseille qui va faire la remontée pour être pour accrocher une place européenne. Donc Lyon, non, je les vois pas du tout revenir. Donc ils vont rester dans le jeu. Voilà, ils vont rester dans le ventre mou du championnat. Ils vont stagner. Peut-être se rapprocher un peu plus de la 5e ou voire 6e place. Pas plus. Et comme on dit, là, donc la seule flèche qui reste à leur arc, c'est la Coupe de France. Donc la Coupe de France, pour aller chercher une place européenne, je pense qu'ils vont... Moi, je serais eux, j'aurais tout misé sur la Coupe de France pour venir accrocher une place européenne. Donc j'aurais tout misé sur la Coupe de France. Il reste quand même des clients, même si Valenciennes n'est pas... Enfin voilà, c'est pas le même calibre que le PSG. Oui, c'est pas le même calibre, mais Paris, en finale, ça va être compliqué. On va dire Paris avec la Ligue des Champions, tout ça. Pour moi, Lyon va gagner la Coupe de France. Parce que Paris, ils vont faire tourner. Ils vont gagner la Coupe de France. Voilà, Paris, ils vont faire tourner. Vous l'avez entendu ici en premier, Otilio l'a déclaré. C'est pour ça que j'ai dit que Coupe de France gagnera la Coupe de France. Pour moi, c'est la Coupe de France, ils vont tout miser dessus. Paris, ils vont faire tourner, ça vient en second, ça vient même en 3e, 4e place de leurs objectifs. Donc eux, c'est vraiment la Ligue des Champions. Et après, le reste. Et voilà, non, je les vois bien aller jusqu'au bout pour sauver leur saison et accrocher une place européenne grâce à la Coupe de France. Pourquoi, mon cher Otilio, tu les vois aller jusqu'au bout dans cette compétition? Et après, on donnera la parole à Sabir. Tout simplement, le prochain match, c'est contre Valenciennes. Pour moi, ça passe facilement. Et après, derrière, la finale, peu importe que ce soit PSG ou Rennes ou Nice, je pense que Lyon sera sacré de par leur expérience, etc. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour gagner cette coupe. Donc, ils gagneront, pour moi. Sabir. Moi, je pense qu'ils vont rien gagner cette année. Merci, Sabir. Moi, je pense qu'ils vont pas gagner la coupe. S'ils tombent contre Paris, ils gagnent pas la finale. Et je pense qu'ils vont se rapprocher, mais ils vont pas arriver à se qualifier en Europe. Je les vois 7e ou 8e en fin de saison. Parce qu'ils sont quand même à 9 points de la 6e place. C'est beaucoup, 9 points. Après, ils ont enchaîné 7 victoires. Attention, 5 victoires d'affilée, attention. Ils ont fait 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Donc c'est énorme. Mais je les vois ni aller en Europe, ni gagner la coupe pour moi. Mais après, il faut savoir ce qu'ils vont faire aussi la saison prochaine avec ce nouveau propriétaire.
il y a beaucoup de doutes en fait sur ce club-là. Beaucoup de points d'interrogation qui ne font pas tout à fait les affaires de l'Olympique Lyonnais. Les amis, on va passer à l'autre sujet de cette soirée, enfin de cette émission, pardonnez-moi. On va parler de Vinicius Junior, les amis, et de la polémique qui tourne autour de lui. Vous le savez, si vous avez vu le match contre Leipzig, il y a eu un énorme coup de sang pour Vinicius contre cette équipe allemande. Est-ce qu'il méritait un carton rouge vis-à-vis de son action contre Willy Orban? Et bien évidemment qu'il méritait un carton rouge. Merci. Mais comme c'est le Real. Mais comme c'est le Real de Madrid. Ça allait être un rebond. Comme c'est le Real de Madrid, j'ai envie de vous dire qu'il a le privilège d'avoir juste un carton jaune, il me semble. C'est exactement ça, un carton jaune pour cette action. Il marque juste après. Alors, est-ce que quelqu'un, parce que l'audience ne voit pas l'action et il faudrait qu'ils aillent cliquer sur le résumé du match, est-ce que quelqu'un peut nous décrire l'action de Vinicius? En fait, c'est une action qui se passe côté droit du terrain. Je crois que c'est le Real qui a le ballon. Vinicius qui va pour faire un appel et en fait le joueur de la Real Sociedad, le défenseur, lui passe un peu devant. Mais il est dans sa course. De Leipzig. De Leipzig. C'est Orban qui est juste devant lui en fait pour casser un peu sa course, mais il regarde même pas Vinicius. Il est juste au marquage. Vinicius qui le fait tomber. En mettant un peu son pied, il le fait tomber. Et alors Orban, s'il se retourne, bon, on sait pas ce qu'il lui dit. Il doit sûrement lui dire des noms d'oiseaux. Et derrière Vinicius, donc quand lui il se relève, normal parce que Vinicius le fait tomber. Donc lui il se relève à ce moment-là et Vinicius vient sur lui. Alors Vinicius il est récidiviste. C'est pas la première fois qu'il le fait cette saison. Mais de le faire là en Ligue des Champions dans un 8e de finale. Et derrière en fait on voit bien le geste de l'étranglement. Parce qu'il étrangle un peu le joueur et il le bouscule en même temps. Le joueur reste par terre. Si le joueur se relève et qui fait la même chose à Vinicius, Vinicius peut tomber et le joueur de Leipzig, je crois même qu'il prend même un rouge. Et Vinicius peut-être un jaune. C'est ça le problème en fait avec le Real de Madrid. Moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, mais je vais pas m'enflammer aujourd'hui. Le problème c'est qu'ils ont même pas fait appel à la VAR. Voilà. Ils n'ont même pas fait appel à la VAR. S'ils font appel à la VAR, ils étaient mal en point Vinicius, Real il à prend ce le match-là. carton rouge, mais directement. Ah oui. Et le problème c'est que derrière il ouvre le score 5 minutes après. C'est ça qui a fait la polémique. Est-ce que la VAR ne devait pas intervenir? Bien Parce sûr. que d'habitude, la VAR intervient quand il y a des trucs comme ça. Et là, comme par hasard, silence radio. C'est pour bizarre. faire une émission d'1 heure sur le... Allez, je lance la question. Est-ce que c'est parce que c'était le Real? Bien sûr. Ça, c'est toujours de leur côté. Unanime. Parce que dans le cas contraire, si c'est Willy Orban qui fait le même geste, il prend carton rouge. Oui. Il prend carton rouge. Exactement. Mais bon, bien évidemment, c'est le Real de Madrid. Moi, c'est pas le Real. Pour moi, Parce qu'on rappelle qu'il y avait une autre polémique au match aller. Vous vous souvenez du but refusé? Oui. Merci. Il y a eu un but normalement. Qui devrait être autorisé, mais la VAR elle était éteinte, je crois. C'est bizarre que ça soit que pour une équipe. Il y a des coupures d'électricité bizarres, mais bon, voilà. Non, mais souvent, c'est ce qui se passe avec cette équipe du Real. On peut citer plein de matchs. Disons que la pièce tombe souvent du bon côté pour nous. Ça devient un peu étrange parce qu'on met la VAR pour justement éviter ce genre de polémique. Et la VAR va en faveur du Real. Alors, vous allez me dire parce que je suis parisien, etc. Mais je prends ce match-là parce que pour moi, on n'a rien dit. Non, mais parce que j'allais venir à une comparaison. C'est le PSG Real de Madrid où il y a un carton rouge pour Courtois. Où Icardi dribble Courtois, il y a carton rouge pour Courtois. Au milieu de terrain, Gay qui récupère le ballon sur Modric, je crois. L'arbitre qui fait le geste. C'est sur Marcelo, ouais. L'arbitre qui fait le geste. Lève-toi, il n'y a pas faute. Donc, je rappelle bien que les règles de la VAR, c'est la VAR doit revenir sur une erreur manifeste. Sauf que c'est pas une erreur manifeste parce que on est au milieu de terrain et que l'arbitre voit l'action sous ses yeux et qui dit à Marcelo de se lever. Derrière, il y a un carton rouge penalty. Ils remettent la VAR. Ils reviennent à l'action. C'est pas 5 secondes qui se passent là. Là, on est sur au moins 30 secondes, voire 1 minute après. Bon, enfin, 30 secondes sur l'action.
ils reviennent en arrière pour dire que non, il y avait... Ouais, non, là, c'était extrêmement bizarre. Et je pense que ça, c'est pas assez montré du doigt. Et je comprends pas que l'UEFA, aujourd'hui, ne fait pas quelque chose par rapport à ça. Je comprends pas qu'on a encore ces problèmes-là, même avec la VAR. Ouais, en tout cas, ne grillez peut-être pas toutes vos billes sur le Real de Madrid. Ça fera peut-être une émission plus tard des remplaçants, puisque, je le rappelle, une enquête a été ouverte vis-à-vis de l'arbitrage au Real en Liga. Donc voilà, pour l'instant... Oui, mais en Liga, il n'y aura rien. C'est comme Barcelone. Une enquête est ouverte. On peut applaudir la démarche. Mais ce qui est bizarre dans le cas Vinicius, c'est que le Real n'est pas habitué à avoir des joueurs comme ça, en fait. Ça ternit l'image du club, mais ils le défendent tout le temps. C'est bizarre avec Vinicius, quand même. Est-ce que... J'ai jamais vu ça, Montréal, parce qu'un mec qui se comporte comme ça. Ils abandonnent jamais un soldat, ils vont jamais l'abandonner. Le Real, c'est tellement. Mais ça ternit l'image du club quand même. Oui, le Real, ils sont pas dans cette optique-là. Non, tu peux pas dire ça parce que Ramos, Pépé, c'était. Après Vinicius aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Vinicius, il est aussi pas mal attaqué. Pépé, il a eu des gestes. Vinicius, après on équilibre dans les tribunes, singes, des cris de singes, des trucs, il subit hein. Il subit beaucoup de trucs. Non, mais c'est comme ça en Espagne, mais c'est comme ça en Espagne. Il le sait quand il va jouer là-bas, je pense. On verra avec l'arrivée d'Mbappé comment va être Vinicius. Il y avait un match récemment, c'était contre le Celta Vigo. Real de Madrid, Celta Vigo, victoire du Real de Madrid 4-0, mais encore une fois terni par le comportement de Vinicius Junior qui a encore une fois bousculé un joueur, il a poussé, tu vois, encore une fois, un peu à l'image du match contre Leipzig. Est-ce qu'il y a un problème Vinicius Junior au Real de Madrid, les amis? Non, c'est le problème Vinicius lui-même. C'est lui en fait le problème, c'est un gros problème, c'est son comportement, il faut qu'il revoie quelque chose, je sais pas, il faut qu'il aille faire un peu de sophrologie pour se calmer parce que là, le gars il est sur les nerfs, donc s'il le fait déjà là en Ligue des Champions, il le refait en plus après en championnat, c'est que c'est un problème sur lui-même, il y a quelque chose qui va pas. Il sort vite du match. Hein. Et ouais, c'est bizarre. Alors que... En fait le problème c'est ça, moi je trouve que il subit beaucoup de fautes. Mais aujourd'hui, le Real, ils sont beaucoup protégés, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. L'arbitrage protège beaucoup les joueurs comme ça, techniques, etc. Et qui plus est, quand tu joues au Real de Madrid, tu vas être protégé quoi qu'il arrive. Heureusement, ils protègent ces joueurs-là, parce que sinon, après, s'ils font plus... Ouais, mais de rajouter, à chaque fois, il sort de ses matchs, il insulte, dans le comportement, il provoque. En fait, il y a un problème. Voilà, ça il est en train de devenir un problème. Le problème, c'est qu'il est tellement beau, ce joueur, et il est en train de monter. Là, tu parlais du match contre Celta Vigo. C'est lui qui ouvre le score. C'est-à-dire que même dans les statistiques, il performe. Il commence à être la relève. Dès qu'il n'est pas dans le match, c'est là qu'il commence à s'énerver. Dès qu'il passe pas, il réussit pas, c'est un contre un. Ouais, j'ai remarqué. Tout de suite, il sort du match. C'est quand sa performance c'est devenu une starlet pour moi. Ah, c'est devenu une starlet. Oh, les mots sont forts. Une starlet pour moi. Non, les mots sont forts, Benoît. Une starlet. Et je te le répète, Otilio, quand Mbappé va arriver, on va voir ce qu'il va accepter de jouer pour Mbappé. C'est dommage parce que moi je trouve qu'il fait un peu du Neymar. Neymar, en fait, c'était le joueur qui subissait le plus de fautes en Europe. Mais le problème, c'est qu'il provoquait aussi ces fautes-là, qu'il gardait son jeu, qu'il avait un jeu où il chambrait beaucoup l'adversaire. Et Vinicius, il est en train de faire comme Neymar. Alors que c'est pas forcément une bonne chose parce que Neymar, il a subi pas mal de blessures stupides à cause de ça. Je suis pas d'accord sur le fait que tu dises que Vinicius il produit Neymar. Il fait exactement pareil. Il essaye de faire pareil. Il fait exactement pareil. C'est pas les roulettes au-dessus du joueur, etc. Vinicius, il produit juste son jeu. Il joue comme il sait jouer. Et Neymar, c'était pas son jeu. Il joue comme il sait jouer. Après, effectivement, son jeu, c'est provoquer l'adversaire par ses dribbles, par ce qu'il se fait. Tout comme Neymar. Des percussions. Mais après, si à chaque fois il se mange des charges par les défenseurs, c'est tout comme Neymar. Après, t'es obligé de lâcher. Tout comme Neymar. Obligé, le joueur, il lâche à un moment donné. Neymar, c'était le joueur qui subissait le plus de fautes. Et que ce soit en Coupe du Monde, tu regardes les statistiques en Coupe du Monde, dans tous les championnats confondus, c'est le joueur qui subit le plus de fautes. C'est le joueur qui réussissait le plus de dribbles, etc., etc. Mais je suis en train de te dire qu'au bout d'un moment, ils attendent les chocs, ces joueurs-là. Des fois, il est passé, mais il va faire un geste. Tu mènes 3-0, il menait 4-0 tout à l'heure. La dernière fois contre Celta Vigo, il gagne le match 4-0 ou 4-1, je sais plus combien il gagne le dernier match contre Celta Vigo.
Il gagne 4-0. Pourquoi t'as ces gestes Non, mais il d'humeur-là gagne que 1-0. Attention, quand il prend le jaune, quand il prend le jaune, il gagne que 1-0. Voilà, mais il marque, il prend un jaune parce que tu gagnes 1-0. Tu vois, des fois, t'es supérieur à ton adversaire. Ouais. Pourquoi tu vas chambrer? Pourquoi tu fais les petites roulettes au-dessus, etc. On a tous été joueurs. Quelqu'un qui vient de faire ça, t'es obligé de lui mettre des taquets. Surtout s'il s'arrête pas. Tu peux pas regarder un joueur te faire des roulettes, d'arrêter, nous, on aime bien, nous. Oui, mais c'est des professionnels, même. C'est des professionnels, mais moi, nous, on aime bien, nous. C'est le foot de mettre des coups. Oui, bien sûr, mais on aime bien. Faut pas s'en plaindre. D'accord. Donc il chambre un peu, parce que là, il peut le faire. Et c'est mieux, c'est pour le spectacle. Surtout après, il est plus prévisible qu'avant. Il gagne moins de 1 contre 1. Non, il est plus attendu. Il gagne moins de 1 contre 1. Regardez bien les matchs. Il a épuré son jeu au début. Il gardait beaucoup la balle. Tu te rappelles à l'époque? Là, il a commencé à jouer collectif. Mais là, il gagne moins, c'est 1 contre 1. Il est plus prévisible. Il est plus efficace. Il est plus prévisible aussi. En termes de devant les buts. Mais quand il est sur les côtés, c'est 1 contre 1. Sur ces 1 contre 1, il en perd énormément. Vous regardez le match contre Leipzig. S'il met pas le but, il n'est pas du tout dans le match. Donc il doit sortir du match déjà. Et les 2 matchs, aller-retour. Voilà. Mais ce qu'il sauve, c'est quoi? Ce qu'il sauvait pas avant, c'est que maintenant il plante. Il met des buts. Et avant, c'était quoi l'inverse? Voilà. Il avait l'inverse. Provocateur, il dribble, il truc. Il arrive dans la surface, 0, ça arrive plus. Il arrive plus. Et là, il a inversé. Donc, moi, je préfère le Vinicius qui est là maintenant là. Que l'ancien. En changeant la formation, c'est dans la finition. Je m'en fous qu'il perde 2-3 1 contre 1, mais c'est statistique, ça change tout. Et en plus, il met des buts importants. C'est-à-dire, ces buts, quand il les met, c'est dans les moments où soit le Real est pas trop bien, et là, boum, mais de toute façon, on va en parler avec l'arrivée d'Mbappé. On se le répète. On va fera l'objet. Parce que moi, je te le dis, je suis pas sûr qu'il accepte de jouer pour Mbappé. Rappelle-toi bien. Je vais quand même prendre ton avis, puisque t'étais pas d'accord avec la comparaison Neymar-Vinicius. Néanmoins, tu m'as pas dit si... Pardon, excuse-moi. Tu m'as pas dit si... je vais y arriver. S'il y avait un problème. Voilà, si c'était en train de devenir un problème pour le Real de Madrid. J'ai envie de te dire que ça ne devient pas un problème pour le Real de Madrid parce qu'ils sont toujours protégés quoi qu'il en soit. Non mais s'il vous plaît, passez outre ça. Non mais c'est pas un problème pour le Real de Madrid. Vinicius, il y a un joueur qui risque de se faire expulser à tous les matchs, c'est pas un problème. Mais ça arrive pas, donc pour le coup, pour moi, c'est pas un problème. Ah oui. Pour l'instant, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pour l'instant, je pense qu'on peut regarder ses statistiques, il a pas énormément de cartons. Non, mais pour toutes les histoires. Moi, c'est un problème qu'il fait sur pratiquement tous les 2 matchs. On a un problème avec Vinicius après, à chaque fois. Je me demande aussi si les arbitres sont pas réticents aussi à mettre un carton rouge à Vinicius. C'est l'objet de l'enquête. Pourquoi? Parce que aussi tout ce qui se passe autour de lui à chaque fois dans les tribunes ou quoi c'est pour ça qu'ils veulent pas trop, voilà, ils veulent pas en rajouter un peu plus. Ils sont plus compatissants envers lui parce qu'il subit beaucoup ces cris de singe, des trucs et tout. Donc après, à voir. Mais ça va être un problème à venir parce que là, avec la polémique qui arrive là, le prochain là, il va prendre. Là, le prochain méfait qu'il va commettre, boum, il va prendre sur place. Les amis, on va passer au moment que vous attendez tous, les amis. Le moment qui vient juste avant de conclure l'émission. Non, tu vois comment t'es, Benoît. Non, c'est évidemment le quiz, les amis. Le quiz. Sabir va-t-il enfin gagner? 5 questions pour étayer notre culture footballistique, les amis. Donc, vous le savez, dans ce quiz, on va parler un petit peu OL, on va parler un petit peu Vinicius, les amis. Cette question, elle est très facile. Combien de fois d'affilée 7 fois. Merci, merci. C'est très simple. Pas la question. Attends, du coup, finis la question pour qu'on sache. Combien de fois d'affilée l'OM a été champion de Ligue 1? L'OL. L'Olympique Lyonnais. Tu te souviens, l'émission d'aujourd'hui parle sur l'Olympique Lyonnais. C'est toi, t'as dit l'OM. J'ai dit l'OM? Ouais, t'as dit l'OM. C'est pour ça que je t'ai repris. Ah ouais? J'ai dit l'OL. Ah bon? Ouais. C'est pas grave. On me dit en régie. Bon, c'est pas grave, je me mets un petit carton. Mais voilà, fin de match. Donne. Tu veux me le mettre? Ah ouais. Merci. Ok, monsieur Colina. Merci beaucoup, les amis. J'ai pas la boule à Z. On va quand même. Voilà, le premier point, c'est donc pour Joël. Ensuite, deuxième question, les amis. En 2 participations en demi-finale de Ligue des Champions, contre qui l'OL? Bayern de Munich. Merci. Je reviens. Joël. En 2 participations, 2 demi-finales, ils ont perdu contre Bayern à chaque fois. C'était 2 fois contre le Bayern. Et puis 2 fois des roustes. Ouais. Ah donc, parce que City, ils battent City en... C'est ça. C'était en quart. Ouais. C'est ça. Aller-retour. Et c'est qui les sort cette année-là, en 2020? En demi? Les demi, c'est toujours le Bayern. C'est le Bayern qui sort l'OL en demi-finale à chaque fois. D'accord. Très bien. Ensuite, 3e question.
L'attention est à son comble là. T'as entendu le silence là? Triplé. Incroyable. T'as eu le silence là? L'année où Bordeaux en 2010. Quel est le record de buts de Vinicius Junior en Liga sur une année? 18. Non. C'est moi. 21. C'est moi. Bah, dis pas. 14 buts. C'est 17. C'est 17 buts. Ouais, la tête de homme, je l'avais. Mais lui, il a rebuzzé 2 fois. Il a pas le droit. Bah, c'est pas. Mais non, t'as pas le droit. Il invente des règles, t'inventes des règles. Mais non, quand tu as buzzé une fois, t'as donné une réponse, tu peux plus encore. Mais non, mais la question, elle tourne encore. Mais non, mais elle tourne encore la question. Mais toi, si tu mais elle tourne, t'as buzzé. Je vais pas attendre. Salut. C'est comme ça. T'avais la réponse. Tu veux pas. Merci de sonner le son de cloche du calme. C'est pas vrai ça. Les amis, 4e question. Quel club a fait... Enfin, dans quel club était Vinicius Junior avant d'arriver au Real de Madrid? Ah, je connais pas. Comment il s'appelle le club de Palmeiras? Flamengo. C'est Flamengo, les amis. J'arrive. On se souvient de Flamengo, le club emblématique de Ronaldinho notamment. Flamengo. Moi, je savais même pas. C'était évidemment Flamengo. Pourquoi j'ai dit Palmeiras? C'est qui ont signé Palmeiras là? Ah oui, T'as mélangé. Dernière question, les amis. Et Rodrigo aussi, il est à Flamengo, non? Non, pas je la crois question. que c'est à Sao Paulo ou Fluminense. C'est pas la question, les gars. Dernière pas la question, les gars. Voilà, Sabi reste dans son match, les amis. Les Il mène. que battre. Ah non, il mène pas. Mais il est dans la Il mène, course. bah, il a 2 réponses. C'est moi qui mène. C'est lui qui mène, il a Je 2 suis à réponses. deux. Il y a 2-2. réponses. Non, ah non, si. Non, si. non, il y a je deux. mène 2-1. Ah, non, Il y a non, deux, non. un. 2. Ok, les gars, Voilà. pardon, c'est Comment ça Sabir qui est triche, en J'ai dit tête. comment ça tricher. T'es là-bas là. Ouais. Les Comment ça amis, tricher? Dernière question décisive, les amis. En quelle année a-t-il rejoint le Real de Madrid? Je veux l'année. C'est moi qui ai buzzé. 2017. C'est non. Ah non, je suis bête. 2018. C'est 2018. Mais c'est qui? Parce que C'est la saison 2017-2018. Non, non, non. Ouais, je pense aussi. C'est Ouais, comme mais ça. Mais attends, mais si c'est. Attends. Attends. C'est même pas lui qui a bu. Mettez la barre s'il vous plaît. Non. Non. Mettez la barre s'il vous plaît. Mettez la barre s'il vous plaît. La régie. La régie la barre. En tout cas, les amis, c'était un véritable plaisir de vous avoir à mes côtés pour cette émission. Moi, ça m'arrange, Otidio. C'est moi qui gagne. Bah non, il y a 2-2. Bah non, parce que s'il a raison, lui. Ouais, c'est lui qui prend. On fera le débrief après. Il a 1-1. Ça fait 2-2. Donc Les amis, on fera le débrief après. J'essaie de clôturer cette émission. Merci à vous Encore de tricheur. d'avoir été à mes côtés durant cette émission des remplaçants. Merci à vous 2018. derrière votre écran 2018, d'avoir 2019. suivi cette émission des remplaçants. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien, les amis. Allez, ciao. Ciao. Et ouais, Sabir. À chaque fois, il répond derrière moi. J'ai pas de À chaque fois.